Président, et merci à chacun d'entre vous d'avoir posé des questions sur effectivement un sujet important qui est une des prochaines phases du déconfinement. Alors, je voudrais d'abord recontextualiser les choses en vous disant que le tracing et les règles de déconfinement qui étaient pilotées, comme pour tout dans la crise, par le fédéral, a fait l'objet d'un groupe de travail depuis plusieurs semaines dans les mains de M. De Backer, qui s'est appuyé notamment sur McKinsey et qui a demandé à ce qu'un médecin, notamment de la VIC, soit présent dans ce groupe de travail, pas comme représentant de la VIC, mais comme expert médecin. On a par la suite eu une information selon laquelle, par la Première ministre, dans le cadre d'une réunion de concertation, qui nous a demandé que les régions prennent en charge le tracing et reprennent quelque part le tracing qui était fait en début de crise, mais de manière beaucoup plus importante. C'est ça qui est la spécialité et la spécificité. Et donc, nous avons exécuté cette décision. Comme pour tout, il faut avouer depuis plusieurs semaines, c'est la course contre la montre, et je voudrais remercier les travailleurs de la VIC et mon cabinet qui travaillent d'arrache-pied avec une intensité incroyable pour essayer de relever ces défis, notamment celui du tracing. Pour moi aussi, je partage votre avis à tous. Je pense que vous l'avez exprimé de manière un peu différente chacun, mais le tracing n'est qu'un des éléments du déconfinement et du succès de la post-crise. Il est important d'avoir un déconfinement qui se fasse progressivement et pas massivement. Donc la temporalité est importante. Il faut que les règles de distanciation et les protections d'hygiène, etc., soient appliquées et que nous ayons un testing massif. Vous savez, vous connaissez ma position. J'ai toujours plaidé pour un testing généralisé. Je sais que comparaison n'est pas raison et que tester comme au Luxembourg 600 000 personnes, c'est pas la même chose que tester 11 millions de personnes, bien entendu, en termes opérationnels. J'ai conscience de ça, mais je pense aussi que nous devons plaider pour un testing qui soit le plus massif possible, et je pense d'ailleurs que nous avons été en tout cas en partie entendus, puisque les règles de Saint-Cyano ont évolué pour donner maintenant des testings. On peut se faire dépister si le cas n'est pas sérieux, comme c'était le cas en début de crise. Monsieur Evert y a fait référence aujourd'hui, avec quelques symptômes seulement, comme un peu de fièvre ou un état grippal, on peut se faire tester par des centres de tri. Alors, je voulais vous rappeler que le contact tracing est une méthode de santé publique qui est mise en œuvre depuis de nombreuses années à la VIC dans le cadre de sa mission relative à la surveillance des maladies infectieuses à déclaration obligatoire sur le territoire wallon, que ce contact de traçage, faire plaisir à M. Evert, s'effectue généralement à partir de la déclaration d'un cas par un professionnel de la santé à la cellule des maladies infectieuses. Cependant, au vu de l'échelle à laquelle le contact tracing devra se faire dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons, la procédure a dû évidemment être adaptée. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avions, dans le cadre du tracing de départ, proposé et fait une décision de gouvernement pour engager, je pense que c'était 3 personnes supplémentaires. Et happée par la crise, la cellule n'a pas été en capacité elle-même de recruter les 3 personnes, de procéder au recrutement, parce qu'elle a été prise au four et au moulin nuit et jour, et vraiment avec des heures incroyables, et n'a pas été en capacité elle-même de pouvoir organiser les 3 recrutements. C'est pour vous dire un peu le rythme auquel est soutenu depuis plusieurs semaines, notamment la VIC, et la difficulté à laquelle on est confronté, puisqu'évidemment, il n'y a pas que ce tracing, il y a tout le suivi et le déconfinement, à la fois l'organisation des structures d'hébergement, mais aussi le déconfinement sur lequel on travaille structure par structure, le suivi qui est nécessaire avec les unités mobiles et la gestion notamment des visites et de la réintégration de certains membres du personnel extérieur qui vont rentrer dans nos structures d'hébergement. Donc tout ce travail-là continue, et c'est la raison pour laquelle effectivement, quand on nous demande de faire au centuple ce que nous faisions avant la crise, nous devons pouvoir nous adapter sur des réponses qui soient plus souples, mais qui traversent aussi des circonstances et des conditions évidemment de sécurité et de santé publique qui doivent être rencontrées. Et donc nous devons être un peu créatifs pour pouvoir y arriver. Alors désormais, lorsqu'un médecin généraliste constatera qu'un de ses patients présente des symptômes, il le soumettra à un dépistage. En attendant les résultats, le médecin va déjà dire à son patient qu'il doit s'isoler, prendre les mesures de précaution nécessaires pour préserver son entourage, et va lui demander aussi déjà, puisque dans la mémoire, on a tendance à oublier assez rapidement les contacts, les personnes avec qui il a déjà été
en contact. L'objectif est évidemment de casser la chaîne de transmission du virus. Si le dépistage révèle que le patient est positif, les résultats sont transmis à une base de données sécurisée de San Siano pour que la cellule de surveillance des maladies infectieuses de la VIC, avec l'appui d'un call center, effectue le contact de traçage. Il s'agira d'identifier grâce à une communication téléphonique avec le patient quelles sont les personnes rencontrées récemment et leurs coordonnées en sa possession, comme pour la rougeole, comme pour la rubéole, etc. Ensuite, les agents de prévention du centre prendront contact avec ces personnes pour les prévenir qu'elles ont été en présence d'une personne malade et va leur donner des conseils, des recommandations, notamment pour surveiller son état de santé et se faire dépister si le moindre symptôme venait à se faire déclarer. Alors, je pense que c'est important de le dire. La personne n'est pas, on ne communique pas. Si par exemple on a, je ne sais pas moi, Monsieur Wall qui est positif, eh bien on ne dira pas à Madame Nikolic quand on l'appellera, même si elle a été en contact à 1,5 mètre pendant plus de 15 minutes, si ça devait être le cas, on ne dira pas à Madame Nikolic que c'est Monsieur Wall qui l'aura potentiellement contaminé. Donc tout ça reste confidentiel. On va juste avoir un contact avec elle en lui disant attention, potentiellement vous avez été en contact avec quelqu'un qui est Covid positif, donc soyez attentifs. Et donc ça, son identité n'est pas dévoilée. Il s'agit avant tout d'effectuer de la prévention et de réduire les risques de contamination pour casser la chaîne de transmission du virus. Actuellement, il est décidé de recourir au contact tracing classique, effectivement, avec un call center, disons-le comme ça. Aucune décision n'est prise en matière d'utilisation d'une application. Et s'il devait y avoir une décision dans ce sens d'une application, elle serait mûrement réfléchie, eu égard notamment aux difficultés, aux questions sur les libertés fondamentales qui se posent et qui me semblent légitimes. Elles sont légitimes en Belgique comme elles sont légitimes dans l'ensemble des pays européens qui ont traversé ce type de questions avant que la législation aussi sur la vie privée soit bien entendu respectée. Et ça soulève toute une série de questions que le fédéral a dû rencontrer et que nous rencontrerons également. Alors le contact tracing est étroitement lié à la sortie du confinement et à la disponibilité de tests. Comme expliqué, le processus démarre dès la réception des résultats d'un test positif, tout en recommandant aux patients l'isolement entre le moment où il se fait dépister et la réception de ces résultats. Depuis la semaine dernière, le Codeco a mis sur place un comité interfédéral tracing et testing qui fait suite à la volonté de l'ensemble des entités fédérées exprimé en Conseil interministériel santé publique d'utiliser une plateforme logicielle commune. Ça n'aurait pas eu de sens de le faire région par région et de manière différente, et des méthodes communes pour que le contact tracing se déroule exactement de la même manière dans toute la Belgique. Et je pense aussi que le fédéral qui coordonne la crise avait un rôle à jouer et que c'était important également qu'il s'implique, même si nous sommes en exécution et que les charges et le travail se fera principalement par les régions. Je pense que c'était de cette manière coordonnée que ça avait plus de sens. Ce comité est constitué des représentants des cabinets des ministres de la Santé régionaux et communautaires et des représentants des groupes de travail tracing et testing ainsi que du groupe de déconfinement. Il est présidé par le docteur Emmanuel André. C'est lui qui me fait d'ailleurs en partie évoluer. Madame, on m'a posé une question pour savoir si j'avais évolué. Non, a priori, je ne suis pas favorable à une application numérique. Les choses sont claires. Est-ce que je suis contre pour toujours ? Non, je suis ouverte à en discuter, mais comme tout citoyen, ça pose une série de questions qui me semblent tout à fait légitimes, une série de contraintes, une série d'inquiétudes qui me semblent logiques de pouvoir aborder. Et en attendant, nous avons choisi, comme ça a été demandé par le fédéral, une méthode qui est une méthode manuelle, téléphonique ou sur place. Et c'est celle qui fera l'objet d'une concrétisation. Nous verrons pour la suite. Je n'ai pas d'idée de la durée. Peut-être que dans un an, nous y serons encore. Et à ce moment-là, peut-être que les choses auront évolué. Donc je ne ferme la porte à rien, mais je suis prudente, comme un certain nombre d'entre vous. En Wallonie, le tracing sera déployé en 2 phases. La première sur base de volontaires issus de la fonction publique wallonne avec l'appui de la VIC, et la seconde sur base de l'attribution d'un marché de services réalisé par la VIC. Compte tenu de l'ampleur de la tâche dans le cadre du déconfinement, cette mission ne pourra en effet plus être complètement réalisée à l'échelle de la cellule de surveillance des maladies infectieuses de la VIC, élargie comme lors du début de l'épidémie. Il a été élargi dès lors, pas par de nouveaux contrats, mais par des personnes qui sont venues au sein de la VIC renforcer la cellule.
dès le 4 mai. La plateforme logicielle interfédérale permettant de dispenser les modules de l'e-learning ont été disponibles pour commencer à former les agents volontaires du SPW et de la VIC qui se sont donc réunis hier et qui se réunissent encore aujourd'hui pour l'e-learning, certains hier, d'autres aujourd'hui, et qui continueront dans les prochains jours. S'agissant d'une forme d'auto-apprentissage, tous les agents pourront se former dès le premier jour en se connectant à la plateforme. Leurs coordonnées ont été envoyées à la SMALS afin qu'elle leur ouvre les accès. Les superviseurs ont bénéficié de séances de questions-réponses avec l'équipe de la VIC ce lundi après-midi. Une fac a été créée à partir de cette séance questions-réponses. Si tout se déroule sans encombre, théoriquement sur le plan technique, ils seront prêts à effectuer du contact tracing dès ce jeudi 7 mai. Ce qui a été convenu en conférence interministérielle, c'était de pouvoir mettre entre le 4 et le 11 une sorte de phase de rodage pour faire en sorte d'être pleinement opérationnel à partir du 11 mai. Mais donc les vrais cas, les cas réels, pour le moment ils sont dans des informations avec des faux cas, le 7 mai, une fois la phase test de la plateforme logicielle terminée. Pour votre complète information, un appel à volontaires a été lancé via le secrétaire général du SPW à partir de jeudi dernier. Il y a une grosse centaine, je pense maintenant plus de 200 personnes qui se sont manifestées pour être placées en mission de service réorientation, bien entendu, de leur mission de base pour une durée temporaire. Ces agents du SPW vont être formés dans le courant de la semaine. Ils l'ont déjà été en partie avec le soutien de la VIC. La supervision de cette première phase sera assurée par la cellule des maladies infectieuses de la VIC qui dispose d'une expertise en matière de contact tracing puisqu'elle effectue ça depuis plus de 10 ans. La seconde phase du contact tracing sera effective à partir de mi-mai. Un marché public, je l'ai dit, urgent relatif à des prestations externalisées a été lancé la semaine dernière. Il prévoit que le prestataire devra mobiliser environ 570 personnes jusqu'à fin de l'année, avec possibilité de prolongation. Ce marché public porte sur les prestations de services de call center, de prestations sur le terrain également, pour toutes les personnes qui ne sont pas contactables par téléphone ou par Internet, en ce compris le matériel nécessaire, ordinateur, GSM et la protection des travailleurs, masques, gel, gants, etc. Les 4 profils nécessaires à la mise en place du tracing ont été établis par des consultants fédéraux sont des agents de prévention du Covid-19 par téléphone, des superviseurs de ces agents de prévention par téléphone, des agents de prévention sur le terrain, des superviseurs de ces agents de prévention sur le terrain. Les agents de prévention Covid-19 par entretien téléphonique seront impliqués dans l'identification et le conseil des personnes qui sont entrées en contact avec des patients confirmés Covid. 3 types d'entretiens. Un entretien d'indice avec le patient confirmé Covid. Et donc, l'objectif sera d'établir une liste de personnes avec lesquelles l'intéressé est entré en contact au cours d'une période déterminée et d'établir une estimation du risque de transmission pour chacun de ces contacts sur base de scripts qui ont été établis. Deuxième élément, c'est l'entretien de premier contact avec toutes les personnes. Donc, c'est dans les 24 heures qui ont été, d'abord, dans les 24 heures, un premier contact et dans les 48 heures, le contact en arborescence avec toutes les personnes avec qui il est rentré en contact et donc de déterminer avec chacune d'entre elles le risque d'une éventuelle infection et propagation et le profil de risque des personnes pour leur donner des conseils, comme par exemple une surveillance quotidienne ou l'apparition de symptômes, le tout selon des scripts qui sont strictement établis. Aussi un entretien de suivi pour les personnes qui nécessitent un suivi. Alors, soit la personne à suivre répond au cours de la période de suivi de 14 jours que sa situation s'est détériorée. Le patient est alors renvoyé vers un médecin pour un diagnostic avec test. Il y a alors lieu d'entreprendre avec elle l'entretien d'indice ou bien la personne ne répond pas à un SMS concernant le suivi d'éventuels symptômes. Après chacun des entretiens, un suivi administratif sera effectué. Le profil de ces agents, c'est titulaire d'un diplôme de CESS enseignement secondaire supérieur, qui parle couramment le français, qui possède une bonne capacité d'apprentissage, qui communique avec aisance et qui est orienté vers le patient humain. C'est une valeur ajoutée s'il dispose d'une affinité avec le secteur de la santé, d'une connaissance aussi d'autres langues, puisqu'il faut envisager l'ensemble des personnes qui résident ou qui sont simplement sur notre territoire, et d'une expérience antérieure avec le travail de centre d'appel. Si les personnes dépistées Covid-19 ou les personnes contacts identifiés à haut risque ne répondent pas aux appels et SMS des agents de prévention par téléphone, les agents de prévention interviendront. Ces derniers se rendront au domicile des personnes qui ne répondraient pas au contact téléphonique. Ils seront munis d'un équipement de protection individuelle et de moyens de communication électronique pour collecter et transmettre les informations nécessaires. Les profils des agents de prévention, c'est un titulaire d'enseignement supérieur baccalauréat
baccalauréat, qui parle couramment le français, qui communique avec aisance et qui est orienté patient humain, qui possède de bonnes capacités d'écoute et d'analyse de communication, de bonnes capacités d'analyse et qui fait preuve de maturité. C'est une valeur ajoutée s'il dispose d'une expérience avec le secteur de l'aide et de la santé, d'une expérience en tant que travailleur social ou prestataire de soins ou d'une connaissance d'autres langues, comme par exemple la connaissance de la langue des signes, qui est également nécessaire pour un certain nombre de cas. Les superviseurs d'agents prévention du Covid-19 assureront l'encadrement, la formation et la gestion des agents qu'ils superviseront. Ils établiront les plannings des entretiens téléphoniques, la répartition des tâches, le coaching des collaborateurs et le suivi de leurs prestations sur le plan qualitatif. Les superviseurs d'agents de prévention Covid sur le terrain seront chargés de guider, former et gérer en partie à distance leurs collaborateurs. Ils assureront l'établissement des plannings pour l'ensemble des entretiens, la répartition des tâches, le coaching des collaborateurs et le suivi de leurs prestations sur le plan qualitatif. Le profil de ces superviseurs par téléphone et sur le terrain, il faut avoir un baccalauréat, parler couramment le français, communiquer avec aisance, être orienté patient humain, posséder de bonnes capacités d'écoute et de communication, de bonnes capacités d'analyse, fait preuve de maturité, possède l'ambition et les capacités nécessaires pour gérer une vingtaine de collaborateurs, être organisé et méthodique, posséder une bonne capacité d'apprentissage et aimer travailler en équipe. C'est également une valeur ajoutée si cette personne dispose d'une expérience avec le secteur de l'aide de la santé, d'une première expérience dans la gestion d'une équipe, d'une expérience en tant que travailleur social et ou prestataire de soins, d'une connaissance d'autres langues. Tous les agents devront opérer depuis la Belgique. Ils devront connaître le tissu social belge pour être opérationnels dans le délai imposé. Ils seront formés par l'e-learning et les spécialistes de la cellule de surveillance des maladies infectieuses et leur viendront en soutien pour les questions d'ordre médical notamment. Le coût de la mise en place de ce dispositif via un call center a été estimé. Les estimations étaient difficiles à faire, mais il a bien fallu partir d'une estimation, environ 40 millions d'euros, comprenant l'engagement de 570 agents, toutes fonctions confondues, et l'équipement de ceux-ci. Les frais liés à la plateforme logicielle interfédérale comprenant également les frais de téléphonie, l'e-learning, les scripts, le support technique seront partagés entre les entités. La part de la région Wallonne est estimée à 2 millions d'euros. Pour le dépistage, la stratégie est, comme vous le savez, une compétence fédérale. Cependant, mon cabinet et moi-même suivons cela de très près. Le 23 avril, lors du GT de la Task Force fédérale Shortage, il a été annoncé par le cabinet du ministre De Backer que la capacité de testing via les tests PCR était atteinte pour faire face au déconfinement, ce qui relève, je le répète, de la responsabilité de M. De Backer. Ce 30 avril, il a été confirmé que la capacité de 25 à 30 000 tests serait opérationnelle dans le cadre du déconfinement. Du point de vue logistique, il a clairement été affirmé que l'autorité fédérale acheminerait pour le lundi 4 mai au plus tard les tests nécessaires ainsi que les équipements de protection individuelle dans les centres de pré-triage. Les laboratoires cliniques, universitaires et industriels seront appliqués dans les analyses de manière large, selon les pratiques habituelles aux médecins généralistes. Les critères établis pour l'élargissement du nombre de tests se fondent sur les estimations du nombre de patients Covid positifs symptomatiques susceptibles de se présenter dans les consultations. En ce qui et un petit mot pour Madame Bernard, les asymptomatiques, je continue, notamment sur base des résultats que nous recevons des maisons de repos où on a des asymptomatiques positifs qui se sont révélés symptomatiques dans les jours qui ont suivi. J'ai demandé à ce qu'on fasse un rapport et qu'on l'envoie au fédéral pour attirer son attention sur la question des asymptomatiques, qui reste pour moi une question importante. Et donc, je voudrais qu'on ne ferme pas la porte à leur testing, comme ça a été le cas dans nos structures d'hébergement. En ce qui concerne les tests sérologiques, Sanciano se pencherait actuellement avec l'aide universitaire sur les modalités d'utilisation de ceux-ci, afin de proposer une stratégie pertinente au RMG. En ce qui concerne les tests wallons, ils ont en effet été validés avec d'autres par l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé. Cependant, des accords doivent aussi être pris avec l'INAMI quant au remboursement de ces tests. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le dépistage, sachez que mon cabinet et moi-même interpellons à tous les niveaux pour qu'il soit le plus élargi possible. J'ai eu l'occasion de vous le dire, c'est d'ailleurs dans ce sens que s'inscrit la nouvelle définition de cas et recommandations en matière de dépistage validée par le RMG et publiée sur le site Sanciano que je vous invite à consulter. Permettez-moi de terminer avec ce message fondamental pour que chacune des femmes et chacun des hommes présents ici ou par vidéoconférence pourrait porter dans l'intérêt de la santé de nos concitoyens. Le contact tracing est l'un des moyens de protection le plus efficace, semble-t-il, contre les maladies infectieuses. Il existe depuis près de 100 ans en Belgique. C'est une des législations les plus vieilles que compte notre pays.
Et être positif et négatif à un test de dépistage ne présume rien, sauf si on le répète tous les 2 jours, ce qui n'est pas encore possible car la capacité de dépistage de la Belgique n'est pas encore assez forte. Et je ne connais d'ailleurs pas spécialement de pays qui sont capables de tester tous les 2-3 jours. Mais néanmoins, sur le plan théorique, c'est ça qu'il faudrait appliquer pour avoir une efficacité totale. Les tests sérologiques ne sont pas le passeport d'une immunité protectrice ou pour retourner au travail sans respect des mesures de protection. Il est primordial que le dépistage soit accompagné de tracing et de mesures d'isolement lorsque c'est nécessaire pour casser la chaîne de transmission. Et enfin, il faut que tous et toutes continuent d'appliquer, bien entendu, les mesures de distanciation sociale et d'hygiène de base, même dans le cadre d'une reprise progressive. Pour la réplique, la parole est à Monsieur Di Sabato.